Un seul être vous manque et chacun fera sa réponse parce que je ne vais pas dire qu'est-ce qui va en découler. On va en parler dans Causement Réunionnais. Koussoum, bonsoir. Bonsoir Jasmine. Sonia Cadet, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. La question, c'est le titre de l'ouvrage donc, de Sonia Cadet, Un seul être vous manque. J'allais dire, c'est pour parler de solitude ou parler du bien que la solitude peut faire ou ne pas faire chez l'individu. Ça parle en fait de l'absence, ce que l'absence d'un individu dans la vie de plusieurs autres personnes peut provoquer. En fait, le point de départ de ma réflexion, c'était celui-là. Quelqu'un disparaît et par le manque qu'il crée, qu'est-ce qu'on observe chez ceux qui restent ? Alors, je vais préciser par rapport à ma question. C'est un individu dans un groupe qui disparaît et ça crée une solitude. Ça crée un manque, effectivement, dans c'est un milieu, enfin c'est une famille, donc voilà, on observe le reste de la famille, ceux qui restent. Pourquoi je précise bien, quand c'est un individu dans un groupe qui disparaît, la solitude que ça crée. Parce qu'il y a aussi les gens aujourd'hui qui vivent vraiment en solitaire et qui ne cherchent pas. Et pour les couples qui vivent vraiment ensemble, lorsque un des deux s'en va, la solitude prend une autre dimension. Donc c'est un peu ce qui se passe au début du roman où de Sonia Cadet. Sonia Cadet, c'est son premier roman. Et premier roman, elle tire le gros lot puisque, évidemment, premier prix du Festival de Beaune. Le Festival de Beaune, c'est le festival qui récompense les films policiers. Alors, ça devait être une joie de ce premier écrit qui passe comme ça, qui traverse les frontières. C'est complètement inespéré et c'est d'autant plus une joie que c'est inespéré. Parce que quand on écrit son premier roman, déjà, on ne s'imagine pas qu'il va être publié. Je l'écrivais pas pour être publié, je l'écrivais parce que il y a un moment donné, moi je me suis mise très tardivement à l'écriture. C'est pour ça que c'est mon tout premier écrit. Et du coup, j'avais juste besoin d'exprimer des choses qui étaient à l'intérieur de moi. Et évidemment, quand on l'a écrit, on le fait lire, on est encouragé. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Samlong qui m'a encouragée à poursuivre sur la voie de l'écriture. Ce qui fait que petit à petit, on se met à penser, mais peut-être qu'il sera publié. Donc on l'envoie chez des éditeurs, évidemment. Et Violaine Chivot, qui est aux éditions du Masque, chez Jean-Claude Lattès, donc le Masque est maintenant une collection, l'a trouvé publiable. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un régal. Ça raconte l'histoire de cette femme qui apprend que son mari est décédé et donc Yves est mort. Voilà, on vient lui annoncer la mort de son époux et Carole. Je crois que c'est bien Carole. Comme ça. Carole, elle va se demander qui a pu assassiner, puisque les policiers lui laissent entendre que c'était un assassinat. Qui a pu tuer son mari, puisque c'est un mari formidable, un père formidable, tout le monde l'aime. La perfection en apparence. Ouais, en apparence, une perfection. Ah, d'accord. Comment qui a envie? Voilà, donc on ne va pas vous révéler la fin. Et bien sûr... je vais quand même dire quelque chose. Comme c'est le cas souvent dans ce genre d'écriture, c'est lorsque elle va décider de mener l'enquête, je suppose, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Un peu, hein. Oui. Elle va décider de mener une enquête et surtout qu'elle va commencer à découvrir que l'image d'Épinal n'est pas... s'effondre. L'image, ouais. C'est rien qu'en écoutant la façon qu'elle a eu de présenter cette image-là et le ton qu'elle a utilisé, on voit bien que, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque être humain ? Il y a l'image qu'on voit, le beau sourire, la belle personne, et puis derrière, quand on gratte un peu. Voilà. En fait, c'est tout à fait ça, Jasmine. C'est en fait, il y a aussi une volonté de ma part dans ce premier roman de fouiller le thème de la victime et du coupable. C'est-à-dire, moi je suis
je cherche le mot, enfin bref, je vais m'expliquer autrement. Je dis toujours rien n'est noir et rien n'est blanc. Ah. Voilà. Voilà, je suis un peu anti-manichéenne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je cherchais ce mot. Et du coup, je questionne ces deux statuts. J'essaye en tout cas. C'était mon intention. Je questionne ces deux statuts. Et là, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Mais la question est quand même, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on apprécie l'image qu'on nous donne et qu'on n'essaye pas de savoir ce qu'il y a derrière. Quelque part, soit on est aussi obsessionnel, soit on est psychologiquement pas... Pour aller toujours dire qu'il y a toujours une zone d'ombre chez tout être humain, de chercher cette zone d'ombre. Mais dans un couple, à chaque fois qu'il y a un film d'ailleurs qui est ressorti récemment, il y a une personne qui disparaît, le mari est accusé, oui. La femme va mener l'enquête et qu'est-ce qu'elle va découvrir? Des zones d'ombre dans l'emploi du temps de son mari. Et bien là, on a aussi des indices comme ça que Sonia Cadet sème un peu de temps en temps, surtout la bonne et ses silences. C'est ce silence de la bonne. Et voilà, parce que c'est un entrepreneur qui a étant salé, toutes les affaires marchent bien, tout marche bien. Donc il a une situation confortable. Et puis, quand elle voit la tristesse de cette femme, elle a des silences qui parlent. Oui, en fait, Augustine, c'est un peu la mémoire de la famille Baron. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi la volonté de ma part, mais je ne l'ai pas vraiment approfondi parce que je pense que ça viendra, c'est un thème qui reviendra plus tard dans d'autres écrits. J'avais envie aussi d'explorer les rapports sociaux. Donc il y a un groupe. Il y a cette famille Baron. Donc le clan Baron, ce sont des gens de la bourgeoisie, ce sont des notables de la Réunion. Là-dessus, il y a un gendre qui vient d'un milieu plus défavorisé. La femme elle-même, donc Carole Baron, ne vient pas du même milieu que son mari. Et Augustine, c'est un peu la représentante. Donc elle travaille chez les Barons. Elle vient de l'autre monde, donc d'un monde un peu moins favorisé. Et elle est gardienne des secrets de cette famille dans le modèle de la nénène qu'on connaît. C'est, j'allais tous dire, l'album photo de la famille. C'est elle qui a toutes les images, c'est elle qui a toutes les histoires, c'est elle qui a tout. C'est elle qui est le gardien, qui est dépositaire, j'allais dire, de la famille. Et c'est sans doute elle qui connaît le mieux Yves Baron. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça tourne autour de ces trois personnages-là. Et puis bon, il y a d'autres choses. Hein. Et puis il y a cette... j'allais dire toujours, c'est quand il y a une hiérarchie dans une communauté, dans une société, dans une famille... On croit toujours que ceux qui sont les plus hauts ou celles qui sont sur les meilleures positions, qui détiennent les vérités, qui détiennent les solutions. Et à chaque fois, on se rend compte que ce sont les gens autour, les petits gens, les petites gens, entre guillemets, qui détiennent le début, ne serait-ce que le début de la réponse ou le début de la solution. Oui, parce qu'à un moment, Carole, elle dit, mais tout le monde savait, mais il y a c'est que moi. Je réalise que maintenant, alors que tout le monde savait. Tout le monde. Ce que vous disiez tout à l'heure, Gismi, pour revenir au couple Baron, il y a cet aveuglement chez Carole. C'est comme dans tous les couples. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir parce que Carole, elle a trouvé son autre et cette partie d'elle, enfin voilà, le couple Baron existe parce qu'elle est dans l'ombre de son mari. Si elle avait été autre, elle ne pourrait pas le compléter. Donc elle se contente de ce rôle qu'elle questionne au moment où il disparaît, évidemment. Et c'est un paradoxe de dire que c'est un rôle et qu'elle est complémentaire à son mari, parce que d'une part elle n'existe pas vraiment. Et ensuite, la complémentarité qu'elle apporte à son mari, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui l'aide dans ce qu'il est? Dans ce qu'il est, lui, oui. Mais elle s'est niée en partie pour jouer ce rôle.
Donc c'est pour ça que je disais que le rôle de la femme, elle devient importante au moment où lui disparaît. Absolument. Et ça nous renvoie, ça nous questionne aussi sur ces femmes qui ne travaillent pas. Il y a peut-être de moins en moins dans nos sociétés, mais avant, on trouvait un bon mari, une bonne situation, on n'avait pas besoin de travailler. Et une fois que tout ça disparaît, si on n'a pas fait attention des contrats et tout, on se retrouve à la rue sans... Pas seulement. Je vais juste reprendre, puisqu'on parle de... Rappelez-vous, dans Une vie de Maupassant, Oui. son mari retrouve de la vigueur, retrouve du plaisir de vivre à partir de quel moment? Alors là, on se reprojette au 19e Au siècle. moment où le mari prend une maîtresse. Oui. Dans Maupassant. Je veux dire que la femme, elle a grandi dans sa famille, elle a été mise au couvent, elle est sortie à 18 ans, on lui a demandé d'épouser un homme. Et c'est ce qu'elle a fait. Oui. Et sa vie c'est son parcours, oui. Et sa vie prend toute sa dimension quand son mari disparaît. Tué par le mari de sa maîtresse. Mais même si ce schéma-là a peut-être en grande partie disparu, ce rapport dans le couple, il existe toujours. Oui. C'est-à-dire que, je veux pas faire de généralité, mais il arrive encore souvent que la femme s'efface un peu au profit de son mari. Alors là, peut-être qu'on est dans un schéma qui est plus marqué, mais ce schéma-là existe toujours, de mon point de vue, dans les rapports. Parce que dans L'amant de Lady Chatterley, au bout de Madame Bovary, oui. La place de la femme, c'est pas seulement la place de la femme, c'est la femme qui en est la principale, qui a le rôle principal, qui est le centre de l'histoire. Oui, parce que Flaubert l'a voulu ainsi. Mais Charles, dans Madame de Bovary, c'est Charles qui est médecin. C'est lui qui a la fonction de... Et c'est elle qui s'éteint d'ennui avant de se projeter dans cette histoire d'amour. Elle se meurt d'ennui. C'est là où je voulais en venir, c'est que la place de la femme n'est pas seulement due à ce que l'homme peut amener ou pas, parce que il est médecin, il est notable, elle a une belle vie, elle a de quoi bien vivre. À la rigueur, elle a pas, même si elle s'ennuie, elle peut trouver des occupations. Oui. Et la seule occupation qu'elle va trouver, c'est son garde-chasse. Ah oui, ça c'est pour Lady Chatterley. Oui, c'est Lady Chatterley, le garde-chasse. Et par rapport à Carole, elle se satisfait à un moment donné de son rôle. C'est-à-dire que sa fierté, c'est d'être cette compagne qui épaule, qui accompagne, qui est le second, quoi, qui gère la logistique. Je crois que je le dis à un moment donné, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Elle a une place importante à côté de son mari. Et finalement, ces représentations s'effondrent parce qu'elle a cette place importante, elle en est très fière, tant qu'elle croit que son mari, c'était son partenaire, qu'il ne lui cachait rien, qu'ils étaient des partenaires de vie. Quand cette vérité-là s'effondre, elle se met à questionner ce rôle-là. Mais jusqu'à un certain point, son rôle lui convenait tout à fait. Oui. Parce elle ne sous-estimait pas quelque part son rôle. Elle se sous-estime, elle manque de confiance en elle, mais quelque part elle avait confiance de son rôle, et ça, elle en était heureuse. Je disais que son rôle avait son importance à une seule condition, c'est que tout le contexte mis en place par le mari tenait. Quand le mari disparaît, tout le contexte suit. Oui. Et c'est là que la remise en cause, c'est pas de sa place dans le contexte, c'est vis-à-vis d'elle-même. Mm-hmm. Est-ce que la valeur de ce qu'elle a, est-ce que les choses de valeur auxquelles elle a donné des valeurs, est-ce que elles ont toujours la même valeur?
La même valeur. Ben oui. Complètement. Alors, je vais revenir sur vos écrits, parce que voilà. Donc, ça a été le premier. Ouais. Et ensuite, là, vous continuez à écrire pour le blog de Lettres Capitales. Ouais, C'est un pour blog. Lettres Capitales, je contribue. En fait, c'est un blog qui est géré par quelqu'un qui s'appelle Dan Bursea, que je n'ai jamais rencontré. Donc là, c'est une rencontre virtuelle. et en fait, il m'a invité à contribuer de temps à autre sur son blog. Donc, il nous impose des thèmes. Là, j'ai pas mal écrit pendant le confinement. Et je trouve que ce sont des exercices de réflexion qui sont super intéressants, parce que généralement, quand on écrit, on est justement dans nos projets. Là, j'ai 2 manuscrits en cours et on a du mal à en sortir, parce que déjà, quand on travaille déjà à 35 heures, quand on a une vie de famille, il faut trouver du temps pour écrire. Et malgré tout, j'adore ces pauses que m'offre Dan Bursea, parce que ça permet de réfléchir. Et donc, j'ai produit 2 petites nouvelles, ou 3, je ne sais plus. J'ai vu Liv et le Rosier. Oui, Liv et le Rosier. Voilà. Oui. Après, j'ai pas eu le temps pour les autres. Alors, oui, Liv et le Rosier, c'était, il nous invitait à réfléchir sur le confinement. Et alors, je me suis complètement extraite de La Réunion. Moi, je suis vraiment d'ici. Hein. Mais là, mon héroïne, je me suis extraite d'ici parce que j'aime à croire que même si on utilise La Réunion comme environnement, décor, comme décor, nos histoires, enfin moi j'aimerais que mes histoires soient transposables dans le monde entier, parce que j'aspire de mes voeux à tendre vers l'universalité. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Alors, l'humain, il peut être réunionnais, parisien, peu m'importe. Et donc là, pour revenir à Liv, Liv vit en banlieue parisienne, c'est une trentenaire. Elle est de Menton à l'origine. Et elle monte à Paris elle a préparé un institut régional d'administration, elle a préparé un concours, elle travaille dans un ministère, donc super. Tout va bien en apparence, encore une fois. Et elle aime bien les apparences trompeuses. le confinement arrive et un jour, elle se met à lire à propos de l'oisiveté, elle prend du recul sur, elle a un coup de fatigue qui est lié à la suractivité par rapport au télétravail, parce que c'est quand on est célibataire, enfermé dans un appartement parisien, finalement, on peut, en télétravail, se mettre à travailler 12, 13 heures, 14 heures par jour, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et donc, petit coup de fatigue, et elle se met à lire et elle découvre, à réfléchir. Elle se met à réfléchir sur ce que pourrait être sa vie si elle arrêtait tout ça, le métro, le ministère, tous ces cette petite vie, je dis petite sans c'est pas péjoratif, hein, mais cette vie qu'on lui a dictée. Ses parents étaient commerçants, pour eux, leur fille travaillait dans un ministère, elle a réussi, donc elle est en train d'acheter un appartement, voilà, sa vie est écrite. Et Liv va mettre un coup de pied là-dedans. Oui. Et tant mieux. Non, pas tant mieux, parce que tout le monde n'est pas capable de recommencer à zéro. Et ça, c'est compliqué, parce que cela implique aussi un changement radical de ce qu'on est. C'est ça la première chose. On pense toujours que faire les choses... Non, on remet en cause ce que nous sommes et on repart à zéro. Il faut se reconstruire. Et ça... c'est pas donné absolument à tout le monde. Oui, puisque on va devoir lâcher des choses auxquelles on s'accrochait avant. Et puis on lâche le certain pour l'incertain, hein, ce qui est très insécurisant. Mais finalement, le confinement, il nous aura appris que l'incertain, ça peut ne pas faire peur aussi, parce que on a peur de l'incertain. Quitte à paraphraser celui qui disait toujours, on sait toujours ce qu'on perd. On ne sait pas ce qu'on gagne. Si je peux, juste, parce que le dernier texte que j'ai écrit pour le blog, il parle, et c'est un thème qui me tient à cœur. Moi, j'ai été particulièrement agressée par l'information pendant cette période, toute cette année 2020. Et donc, j'ai écrit un texte qui est très déconstruit. C'est-à-dire que j'ai organisé mon texte en balançant en entrée, en milieu et presque en fin de texte énormément de mots
de phrases issues de l'actualité. Et j'enchaîne ces mots avec l'idée, et les gens qui m'ont lu m'ont dit que ça marchait plus ou moins, d'angoisser comme l'information telle qu'elle nous a été délivrée pendant cette période a pu être angoissante, et qu'elle continue à l'être d'ailleurs. Okay. Et le thème, c'était comment la littérature et les arts peuvent nous aider à être plus résistants, plus résilients dans cette période. Donc, entre chacun de ces flots de mots et d'informations, j'ai mis une mini-fiction sur où on parle d'un art, de la littérature ou d'un art. Et voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est effectivement la littérature et les arts, ça peut être des choses qui nous permettent à un moment donné soit de nous extraire parce que c'est beau et qu'on a besoin de beauté gratuite, soit parce que ça nous fait réfléchir et que tout d'un coup ça nous met, enfin voilà, ça focalise sur un point qu'on n'a pas vu parce qu'on est noyé sous l'information. Soit parce que l'auteur, l'écrivain, il est témoin de son temps, et qu'en relisant des témoignages de temps qui ne sont pas les nôtres, on peut en tirer des leçons. Bien sûr. Et c'est vrai que cette angoisse du confinement, cette angoisse de cette maladie qui nous est arrivée là depuis le début de l'année, eh ben ça fait peur à beaucoup de gens. On n'en sort pas. Et les livres et la peinture sont des moyens, de décompresser. C'est pour ça que, puisqu'on arrive à la fin de cet échange, c'est pour ça qu'on va vous souhaiter de très belles fêtes. J'espère que ça ne va pas compenser soit la nuit du 24 ou du 31. Même si elle est vraiment extraordinaire, ça ne compensera pas cette année que nous venons de passer. Elle n'a pas été simple. En tout cas, elle a été celle de la remise en cause. Et ce n'est qu'un début. Et cette remise en cause ne fait que commencer. Donc on vous retrouvera sans doute avec plaisir l'année prochaine pour d'autres émissions. Retrouver Sonia Cadet, par exemple. Avec plaisir. Et Kulsum. On va d'abord vous remercier de votre fidélité, de nous avoir accompagnés vraiment pendant toute cette année. Merci à vous de nous regarder, merci à vous d'être là. Remercier également Lalaine et François pour tout ce qu'ils font. Grâce à vous, Madame et Monsieur, on peut faire cette émission. Merci Hélène, merci François, merci vraiment pour tout ce que vous faites. Moi, je veux juste vous dire que j'aurai plaisir de vous retrouver l'année prochaine. De très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.